Frédéric Chaumont pour la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. L'hydroxychloroquine, c'est bon ou c'est pas bon? Ce que l'on peut déjà dire d'emblée, c'est que cette molécule est utilisée depuis plus de 50 ans et qu'elle est spécialement indiquée pour les cas de malaria ou paludisme. Elle peut être utilisée de façon préventive ou curative selon différents types de posologie. Le 13 janvier dernier, un arrêté classe ce médicament sur la liste des substances vénéneuses. Après 50 ans, ce produit en vente libre ne l'est plus. Pas de chance, puisque le traitement était promis à un bel avenir d'après le professeur Didier Raoult. Tout récemment, le magazine scientifique The Lancet déclare, selon une étude sérieuse, que l'hydroxychloroquine ne permet pas de se soigner du Covid-19. Pourtant, le professeur Raoult a toujours été très clair sur ce sujet. Le traitement doit être utilisé en début de pathologie et doit être associé à un antibiotique comme l'azithromycine par exemple. Nouveau rebondissement, le 23 mai à Quito, en Équateur, des chercheurs effectuent des essais cliniques à l'aide de l'hydroxychloroquine en intraveineuse. Le taux de succès est de 100%. N'avez-vous pas l'impression qu'on essaye de nous mettre la tête à l'envers? Qui doit-on croire? Qui a raison? Il semble essentiel dans cette confusion bien orchestrée de comprendre que l'événement le plus suspect reste quand même l'idée qu'un médicament très connu et très éprouvé depuis des décennies soit subitement vénéneux. Je vous laisse maintenant en tirer les conclusions sans aucunement vous influencer. Sur la demande de Didier Julien Garofalo, nous mettons en ligne tous les supports et liens d'émergence du quatrième pouvoir aux fins de vous rassembler pour construire un nouveau projet sociétal. Émergence du quatrième pouvoir fait déjà des émules, puisque des représentants de plusieurs pays se joignent à Émergence du quatrième pouvoir en France, en créant dans leurs pays respectifs le même concept pour donner la parole aux citoyens, les seuls détenteurs de la souveraineté de leur pays. Ensemble et unis autour du quatrième pouvoir avec des femmes et des hommes engagés, nous changerons le destin de la France pour vivre dans un monde meilleur et plus juste. Je tiens à vous préciser qu'avec M. Garofalo et avec d'autres intervenants, nous serons sur la nouvelle chaîne Émergence du quatrième pouvoir le dimanche 7 juin pour les thèmes ou les sujets que nous indiquerons quelques jours avant. En effet, nous avons décalé de quelques jours le direct pour la bonne raison que M. Julien Garofalo sera en déplacement toute la semaine puisque celui-ci déposera plusieurs plaintes auprès de la Cour pénale internationale à l'encontre de M. Macron et de son gouvernement, mais aussi à l'encontre du prince Albert II de Monaco pour génocide. Comme je vous l'avais annoncé dans notre vidéo de jeudi dernier, je vais maintenant avoir le plaisir d'interroger deux personnes qui se trouvent en Suisse et qui vont nous donner leurs impressions sur tout ce qui se passe en Europe depuis le début de cette pseudo-pandémie. Chloé Framery a déjà publié une vidéo où elle nous présente l'Organisation mondiale de la santé. Petit rappel. Bonjour, aujourd'hui jeudi 21 mai, regardez où je suis. Devant l'OMS. Et oui, l'Organisation mondiale de la santé. Regardez le bâtiment comme il est joli derrière nous. Ce bâtiment ressemble un petit peu à celui qui héberge Gavi, vous savez. J'en avais parlé la dernière fois, il est seulement à quelques centaines de mètres d'ici. Alors l'Organisation mondiale de la santé, c'est une organisation spécialisée de l'ONU qui a été créée le 7 avril 1948 et financée par, vous le savez maintenant, la Fondation Rockefeller. Et oui, la même fondation qui avait financé la réforme de la médecine pour interdire la médecine naturelle et promouvoir la médecine des labos pharmaceutiques. La même fondation qui a financé le Codex Alimentarius, qui est une norme alimentaire grâce auquel nous pouvons déguster des tomates sans goût, mais qui ne se détruisent pas pendant le transport. L'OMS, qui a déclaré la pandémie le 11 mars dernier de façon mondiale et qui pourtant à sa tête n'a pas de médecin
C'est-à-dire que le directeur, vous savez, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ouais, je sais, c'est difficile à dire, mais je me suis entraînée. Il n'est pas médecin, et non. Et le principal financeur de l'OMS non plus, Bill Gates, non, il est informaticien. Voilà, donc ces personnes-là décident pour le monde de ce qui est bon pour notre santé. Donc voilà, le vaccin en ce moment est leur obsession principale. D'ailleurs, ils ont tenu, il y a quelques jours, lundi et mardi, donc il y a 2 jours, une assemblée mondiale de la santé, où Emmanuel Macron d'ailleurs était présent. Et leur conclusion a été qu'il fallait tous s'unir pour trouver un vaccin équitable et accessible pour tous. Oui, vous l'entendez, pour tous. Moi je parlais de vaccination globale la dernière fois, on n'était pas loin. D'ailleurs, Bill Gates a investi 40 milliards de dollars pour trouver ce fameux vaccin et pour produire entre 7 milliards et 14 milliards de doses. Voilà qui est très réjouissant. La devise de l'OMS, c'est d'amener notre santé au plus haut niveau possible. Et elle pense le faire avec les vaccins. Par contre, l'Artemisia, qui soigne depuis des décennies le paludisme en Afrique, et des cas de Covid également, est interdite par l'OMS. Vous voyez à quel point l'OMS se soucie de notre santé. Je vais tout d'abord vous présenter Emma Cruzy, que nous avions déjà publié dans un petit témoignage le mois dernier. Emma Cruzy, bonjour à vous. Qu'est-ce qui vous motive réellement dans votre vie ? Alors, depuis le départ, je prends parole et effectivement, on dit souvent qu'une personne qui est convaincue est convaincante. En ce qui me concerne, je n'essaye pas de convaincre les gens. Je suis là pour me poser des questions et je me suis toujours posé des questions toute ma vie, puisque quand j'étais enfant, le premier métier dont je me souviens, qui était dans mes objectifs de vie, c'était la philosophie. Je me suis toujours posé beaucoup de questions et toujours mis beaucoup de points d'interrogation. Il se trouve que d'avoir les études, c'est bien, d'avoir les graphiques, les statistiques, pour tout dans la vie, c'est très bien. Mais si on n'a pas le bon sens, eh bien, on perd souvent de vue l'objectif général, c'est-à-dire d'avoir une logique de vie, une logique simple, une logique de terrain. Et moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, effectivement, on s'est rendu compte que les vidéos que j'ai postées depuis le confinement ont fait un buzz, mais elles n'ont pas fait un buzz par rapport à, je pense, à ce que j'ai dit, mais tout simplement parce qu'elles ont résonné dans la tête des gens comme étant des choses qu'ils n'arrivaient peut-être pas à formuler, mais qu'ils avaient au fond d'eux. Et toutes ces choses-là, elles se sont accumulées depuis, je pense, pas mal de temps. Peu importe la classe sociale, peu importe la culture, peu importe les âges aussi. Et finalement, c'est probablement ça qui est fédérateur. C'est-à-dire que moi, j'ai aucune couleur politique. Je suis pour la liberté. Je suis surtout pour la liberté de penser, la liberté de parler, de pouvoir rire, de pouvoir aussi débattre. Et ce qui finalement nous rallie tous, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut plus débattre, tout est truqué, tout est prévu d'avance. Et je pense que c'est ça finalement ce qu'il en ressort de ces vidéos. C'est pas que j'essaye de convaincre, puisque chacun a le droit d'avoir son avis et surtout c'est très important de le faire soi-même. Voilà, mais c'est probablement de mettre des mots sur ce que beaucoup de gens avaient au fond d'eux, et quand on sent que ça cloche ici, sans peut-être pouvoir l'expliquer là, eh bien, on a besoin des fois d'avoir une personne qui fait qu'on ne se sent plus seul. Donc je crois comprendre que finalement, nous devons naturellement nous fier à notre libre arbitre, à notre bon sens. Je comprends effectivement, d'après votre raisonnement, qu'il faut arrêter de croire à tout ce que l'on nous dit et que l'on nous sert tout cuit. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on vous a dit de porter un masque partout qu'il faut s'exécuter bêtement. Et je vous rejoins totalement là-dessus. Je voudrais aussi vous parler du 4e pouvoir. Si vous avez eu l'occasion de voir quelques-unes de nos vidéos, que peut bien penser une jeune Suissesse de cette nouvelle idée sur ce nouveau mouvement ?
Alors, concernant le quatrième pouvoir, je me suis pas beaucoup renseignée. J'ai vu une vidéo qui durait 3 minutes sur la chaîne, donc sur votre chaîne. Voilà ce que je peux dire avec les informations que j'ai. Alors, plusieurs choses. Il est sûr que, en tout cas en Suisse, le système tel qu'il est fait nécessiterait d'être refait de fond en comble, on pourrait dire ça comme ça, puisqu'il y a vraiment beaucoup de paramètres qui sont aberrants. Avant que tout ceci puisse être fondu, si évidemment ce concept-là est faisable, parce qu'encore une fois, la théorie et la pratique sont deux choses différentes, il y a quand même une chose que le peuple a souvent tendance à oublier, c'est qu'il est consommateur. Et comme je suis, moi, dans la vente de produits que je fais depuis 17 ans, je vois bien un parallèle entre le commerce boutique, retail, et ce qui se passe au niveau plus global dans les actions du peuple. Je donne un exemple assez simple. En Suisse, il y a quelques années, une loi pour accepter l'importation de poulet du Brésil avait fait un tollé, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se sont érigées en fait contre ce principe de pouvoir importer du poulet du Brésil et puis de les vendre comme ça dans nos supermarchés. Et au final, les gens ont vraiment râlé, mais tout le monde l'a acheté, puisqu'il est encore en rayon, donc s'il est encore en rayon, ça prouve bien que les gens l'achètent. Donc, ça, pour moi, c'est la première chose que les gens doivent comprendre et vraiment intégrer. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a encore des produits comme le poulet du Brésil élevé aux hormones et compagnie, au grain avec les pesticides dans lesquels on retrouve évidemment du glyphosate et compagnie, et puis c'est loin d'être le seul produit, c'est parce que quand il est en rayon, il y a plus de gens qui l'achètent que de gens qui ne l'achètent pas. Ça, c'est valable pour un produit, mais c'est évidemment valable pour n'importe quel service. Donc, quand on parle, par exemple, de l'application de traçage qui va être mise sûrement en Suisse en vigueur bientôt, sur une base de volontariat dans un premier temps, eh bien, nous sommes nombreux à dénoncer ceci, mais si dans un second temps, personne télécharge l'application, mais personne ne consomme finalement l'application, il va se passer l'échec évident. Pareil avec l'histoire des vaccins. Donc il y a beaucoup de personnes qui se disent « mais nous on veut pas être vaccinés, on veut pas le vaccin contre le Covid, on sait même pas ce qu'il va y avoir dedans, etc. » On va pas rentrer dans le débat là, mais si personne se fait vacciner, ou si trop peu de personnes se font vacciner pour qu'on puisse dire « eh bien on va vous limiter vos libertés », pareil, ça ne peut que tomber à l'eau. Parce qu'on peut aller pousser loin, c'est-à-dire qu'on va nous dire « oui mais vous êtes obligés, alors on peut pas nous forcer physiquement, mais vous allez être obligés, sinon on vous réduit vos libertés ». On a parlé aussi d'un exemple sur le potentiel cas où on va nous dire « vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus prendre l'avion. » Vous ne pouvez plus prendre l'avion. Très bien, s'il y avait un boycott général sur le fait de prendre l'avion, en disant tous unanimement, en tout cas plus que de non que de oui, eh bien, les compagnies aériennes et toute l'économie ne peut pas tenir avec une masse critique qui refuse. Voilà, c'est toujours pareil, c'est l'offre et la demande. Si aujourd'hui, on a tout un système qui est corrompu et gangréné à cause de la Big Pharma, c'est parce qu'il y a des gens qui consomment. C'est parce qu'il y a des gens qui consomment sans arrêt des médicaments pour la grande majorité inutiles. Évidemment qu'il y a des médicaments utiles. On prend un exemple d'une personne qui a subi une greffe, elle a un certain nombre de traitements à prendre. Mais quand on voit que dans la plupart des pharmacies, et rien à voir avec le Covid, en temps normal, et ça je parle aussi beaucoup sur la France, parce qu'il y a une sécurité sociale qui prend en charge beaucoup de choses, alors les gens ils disent on s'en fiche, c'est gratuit, mais c'est jamais gratuit. C'est jamais gratuit. Ça se reporte sur une dette que les gens ont sur les épaules et qui refilent à leurs enfants. Et puis ils font la queue dans les pharmacies avec leur ordonnance parce qu'ils ont un rhume, et puis ils prennent des médicaments. En fait, pour moi, le quatrième pouvoir, il commence déjà dans la tête des gens. Avant de vouloir révolutionner tout le système, les gens doivent comprendre qu'ils se sont eux-mêmes des consommateurs et qu'ils entretiennent les paradoxes et ils entretiennent ce qu'ils dénoncent pour la majorité. De nouveau, dire et faire. Il y a beaucoup de gens qui dénoncent, mais quand il faut agir, ou en l'occurrence ne pas agir, c'est-à-dire ne pas consommer,
il y a déjà beaucoup moins de monde. Voilà, donc ma contribution à tout ça, c'est qu'à titre personnel, eh bien, je consomme local, je consomme bio. Un exemple, je n'achète pas de fraises qui viennent d'Espagne en hiver, et encore, j'en consomme de moins en moins, parce que c'est difficile de trouver des fraises de qualité, mais j'ai dû faire aussi le deuil de certains goûts alimentaires, parce qu'ils n'étaient pas en relation avec mes valeurs. Voilà, je fais attention dans les restaurants dans lesquels je vais, qu'ils ont de bons produits de qualité. Effectivement, je fais attention aussi à ce que je consomme, où je l'achète, à qui je l'achète, et je n'alimente pas les chaînes que je dénonce. Je comprends bien, vous relatez finalement une remise en question de nos habitudes et d'une manière ou d'une autre, nous serons bien obligés de vivre autrement. Quand vous abordez le sujet crucial de la consommation, je ne peux évidemment pas m'empêcher de penser à notre regretté Coluche. Quand il parlait de la consommation, il disait « Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende pas ». C'était tellement vrai. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans la vie et surtout qu'est-ce qui vous amène subitement à communiquer par vidéo avec une telle conviction ? Pas simple. Alors, en ce qui concerne ma réponse pour les femmes européennes et les soignantes, l'autre jour, j'étais à mon travail et puis il y a un homme qui rentre dans ma boutique et qui me dit « Emma, je voulais vous remercier pour ce que vous faites et depuis que j'ai vu vos vidéos, je suis devenue féministe. » Et ça m'a fait rire et j'ai trouvé ça très touchant et je lui ai dit « Vous savez, moi je ne suis pas féministe, ni quoi que ce soit. En fait, je suis pour la diversité et je suis pour l'échange, le partage et le débat. » Alors, mon message, il est autant pour les femmes que pour les hommes. Il est autant pour le personnel soignant que pour les personnes qui nettoient les rues, qui débarrassent nos poubelles, qui conduisent les bus, les trains, pour les enseignants, pour les mamans, pour les papas, pour finalement toute personne qui peut comprendre ce que je dis parce que je parle en français. Mon message, il est toujours le même en fait. De faire confiance à ce qu'on ressent là. Certaines fois, on n'a pas la capacité de tout maîtriser, de tout comprendre. Surtout que les situations sont très complexes puisqu'on parle quand même de santé, de politique, de conflits d'intérêts, de géopolitique aussi. Et forcément, ça doit faire référence à l'histoire parce que sinon, on passe à côté de l'essentiel. Mais quand on sent que quelque chose cloche ici, il faut se faire confiance. Et j'ai l'impression que ça fait bien longtemps qu'un certain nombre de personnes a déserté sa responsabilité avec soi-même. Le message que j'ai pour toutes les personnes, qu'elles soient finalement de gauche, de droite ou peu importe la couleur ou la religion, c'est complètement égal. Qu'est-ce qui fait sens dans votre vie ? Qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin et que vous vous dites « Waouh, j'aurais fait dans ma vie ce que je pensais être bon, juste et vrai ». Et là, on est en plein dedans avec ce qui se passe depuis cette histoire de Covid, de confinement, qu'on soit finalement pour un certain traitement, pour un certain protocole dans le corps soignant, qu'on ait vu des études qui se contredisent. Le message, il est réintégrer votre capacité à vous informer, faites confiance à votre bon sens, lisez le plus possible des livres de qualité. Je rappelle aussi aujourd'hui qu'il y a pratiquement personne qui achète des livres et c'est bien dommage. D'apprendre aussi qu'on a le droit et le devoir vis-à-vis de nos enfants de s'informer parce que aujourd'hui, on fait plus confiance à des inconnus qu'à son propre partenaire. Et finalement, quand on adopte une idée, à qui on fait confiance ? À qui on fait confiance ? Est-ce qu'on connaît ces personnes-là ? Qu'est-ce qu'on sait d'elles ? Et qui attendons-nous pour aller bien ? Je crois que c'est ça le message. Mais ce message, il aurait pu être déjà valable il y a des années, puisque c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, on voit qu'il y a
vraiment très peu de solidarité dans les mesures qui ont été prises. Et je suis vraiment triste de voir ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dénoncent, mais ça reste des paroles. Dans les actes, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis pour la solidarité dans les actes. Donc, j'entends encore malheureusement trop de personnes dire « je suis d'accord mais j'ose pas ». Eh bien, je félicite les restaurateurs qui n'ont pas mis de plexiglas dans les restaurants pour séparer les tables. Et il y en a. Je les félicite. Je félicite les boutiques qui n'ont pas mis de scotch dehors sur le trottoir pour que les gens soient à distance pour attendre. Je félicite les personnes qui ne portent pas de masque et qui ont dépassé la peur. Et je félicite les personnes qui font confiance à leur bon sens et qui ont le courage aussi de l'assumer parce que c'est pas simple toujours. Et je félicite toutes les personnes qui se battent pour une cause et qui continueront quoi qu'il en arrive. Mon message, il est de garder la foi, peu importe en qui ou en quoi, mais de garder ce feu sacré qui s'est souvent éteint, savoir qu'on n'est pas seul et de continuer. Parce que tout ce qu'on fait dans notre vie, il est pour le dernier moment. Et comme je le dis souvent, quand on me dit « Ah oui, mais tu plombes l'ambiance, Emma, parce que tu parles souvent de la mort et du dernier moment. » Mais à ce moment-là, on est seul. On est seul. Et la seule personne à qui on devra rendre des comptes, ça sera avec nous-mêmes. Alors le message que j'ai pour tous les hommes et les femmes qui comprendront mon message, c'est comment serait votre vie si vous faisiez votre vie en fonction de ce dernier moment. Qu'est-ce que vous feriez différemment et qu'est-ce que vous arrêteriez de faire? Merci Emma Cruzy pour ces réponses qui nous permettent de voir plus clair dans votre motivation, que je trouve très légitime. Et trop rare d'ailleurs dans le reste de la population. Je pense et j'espère que nous aurons de nouveau l'occasion de débattre sur vidéo en fonction des prochains événements. Quoi qu'il en soit, nous avons vu récemment sur une autre vidéo où vous étiez en compagnie de Chloé Framery. J'y ai découvert une fine équipe très motivée et soucieuse, comme nous, d'ouvrir les yeux à la population. Donc, avant d'interroger Chloé, juste un petit rappel, puisqu'elle nous a fait une vidéo pour nous faire découvrir l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, une organisation dont on peut dire maintenant qu'elle appartient à Bill Gates, compte tenu qu'il leur a versé plus d'argent que les États-Unis. Bien, je vais maintenant vous poser directement la question. Bonjour Chloé. Suite à cette petite promenade devant l'OMS, que pouvez-vous nous dire des suites de cette vidéo ? Merci Frédéric, bonjour à tout le monde. Alors oui, il y a quelques jours, je faisais une balade pas très loin d'ici devant l'Organisation mondiale de la santé et un mois plus tôt, j'avais fait la même chose devant Gavi, l'alliance de vaccination globale, qui ont un point commun en fait, c'est que les deux sont essentiellement financés par la fondation Bill et Melinda Gates, qui font beaucoup parler d'eux en ce moment. Donc qu'est-ce que je pense de l'OMS? Alors je pense plein de choses de l'OMS, notamment qu'elle a des recommandations, disons que ces recommandations sont la base sur laquelle se fondent la plupart des pays du monde pour nous imposer des mesures de confinement, surtout pour vous en France ou en Belgique, au Canada ou dans d'autres pays, mais heureusement pas trop chez nous. Des mesures de confinement, des mesures de fermeture des frontières, de fermeture des boutiques, des commerces, des petits commerces, des indépendants en particulier, ce qui est en train de les tuer à petit feu, des écoles également, et de tout un tas d'activités sociales et économiques qui nous ont certes permis de reprendre un rythme plus naturel et d'avoir un ciel tout bleu sans chemtrails, mais qui ont mis en péril la scolarité des enfants, la santé économique des indépendants et qui ont contribué à faire peur à tout le monde en fait. Donc les décisions des pays qui se basent sur les recommandations de l'OMS, sachant que l'OMS est financée essentiellement par Bill Gates et dirigée par quelqu'un qui est très fervent de vaccination, Tedros Adhanom Ghebreyesus, un peu dur à dire, mais je me suis entraînée, comme je dis dans la vidéo.
qui ne sont pas du tout médecins, qui sont plutôt acquis à une seule chose, c'est la vaccination, qui ne prennent pas en compte les traitements naturels, ni l'hydroxychloroquine et l'azithromycine de Didier Raoult, qui pourtant a prouvé son efficacité et qui subit en ce moment une tentative de sabotage, hein, parce qu'il ne s'agit pas de trouver d'autres traitements que celui qui est annoncé par Bill Gates depuis au moins 10 ans, également donc à l'event 201 d'octobre dernier au Forum économique mondial, qui est la vaccination. Alors pour faire juste le petit historique, enfin la petite biographie philanthropique de Bill Gates, il a fondé donc Gavi, donc le centre de l'Alliance de vaccination globale, Unitaid, qui est maintenant présidée par Marisol Touraine. Donc vous vous rappelez, celle qui nous disait qu'il n'y avait pas que la vaccination ne se discute pas. Donc Unitaid, c'est une centrale d'achat de médicaments en gros. Et puis Global Fund, qui est aussi un fonds pour lutter contre plusieurs maladies, le sida, la tuberculose et le paludisme, mais à coup de vaccins évidemment. Quand vous savez que Bill Gates a donné des dizaines de millions récemment à l'OMS, juste la veille que l'OMS déclare que le Covid-19 était une pandémie, alors qu'en fait elle n'est pas plus étendue, vous le savez maintenant, qu'une grippe, elle est au seuil inférieur du taux de mortalité de la grippe et n'est pas plus contagieuse, et que Bill Gates intervient aussi sur le fact-checking, par exemple sur Facebook. Vous savez qu'il a financé une association, pas une association, une entreprise qui s'appelle Pointer Institute, qui a été fondée par Facebook, Google, l'Open Society de George Soros, pour vérifier les informations qui sont propagées sur les réseaux sociaux, en particulier sur les vaccins. Donc dès que vous mettez quelque chose qui est contre les vaccins, qui dit du mal des vaccins, votre publication est fact-checkée et est supprimée. Enfin voilà. Donc l'OMS est financée par ce personnage qui également participe à mettre en place les standards, enfin disons que l'OMS a mis en place les standards d'éducation sexuelle en 2010, qui bon, je ne vais pas développer le chapitre d'éducation sexuelle, mais disons que par exemple elle préconise que pour les 0 à 4 ans, on leur enseigne la masturbation. Voilà, donc c'est un des aspects, sachant que l'OMS a été au départ financée par la Fondation Rockefeller, parce qu'ils ne sont pas non plus tout blancs dans l'histoire. Bref, il y a beaucoup de recoupements entre toutes ces personnes, toutes ces fondations. Et je trouve bizarre que, par exemple, l'OMS ne recommande pas l'Artemisia annua, dont vous avez déjà parlé sur votre chaîne, qui est un traitement complètement naturel, qui soigne, qui guérit des milliers de personnes en Afrique, notamment du paludisme depuis des décennies, et que non, ce n'est pas considéré comme un traitement valable par l'OMS et donc par les pays qui l'écoutent, comme ici en Suisse par exemple. Voilà ce que je pense de l'OMS en quelques mots. Merci pour ces quelques mots. Effectivement, on cerne mieux maintenant l'idée que vous avez sur l'OMS et que franchement nous partageons. Et le quatrième pouvoir dans tout ça, vous en avez peut-être entendu parler. Quelle est Alors votre idée? Oui, j'entends vous parler du quatrième pouvoir depuis que je vous connais, effectivement. Alors, chez nous, on a la chance en Suisse d'avoir la possibilité de faire des initiatives populaires, des référendums, ce qui est différent en fait l'un de l'autre. Une initiative, c'est une proposition de modification de la Constitution fédérale, par exemple, ou d'une loi, mais pas de la loi fédérale, pas de la loi nationale. Les lois, on peut les modifier éventuellement dans certains cantons, dont celui dans lequel je suis à Genève. Et donc l'initiative, c'est différent du référendum chez nous, parce que le référendum, ça permet de refuser, d'abroger une loi ou un article de constitution qui a été déjà mis en place. Voilà. Donc nous, on a déjà cette possibilité théorique. Je dis bien théorique parce que tout le monde croit qu'en Suisse, la démocratie est parfaite. On ne peut pas révoquer les élus non plus. Donc ça, je sais que vous le préconisez dans le quatrième pouvoir. Donc ça, je suis totalement pour. D'ailleurs, il me semble qu'on va faire une initiative bientôt sur ce sujet. Et
Et le vote blanc n'est pas non plus pris en compte chez nous et on aimerait bien que ça le soit pour élire les personnes. Maintenant, est-ce que c'est suffisant, sachant que les médias, tout comme chez vous, appartiennent à des milliardaires? Chez nous, ils sont deux, les médias, disons, papier, et puis que la télévision locale, la télévision suisse, est très, comment on peut dire, est très tolérante et très complaisante avec les décisions des autorités et a tendance à porter leur message, à plébisciter leur message et à ne pas forcément donner la parole aux contradicteurs, notamment par exemple dans l'initiative qu'on avait mis en place il y a 2 ans, en 2018, qui s'appelle l'initiative Monnaie pleine et qui demandait de retirer le pouvoir de créer la monnaie aux banques commerciales, ce qui était quand même un gros progrès. Donc là, les autorités n'ont pas hésité même à mentir sur la création monétaire et à dire que cette initiative était dangereuse, inutile et coûteuse. Voilà, ça c'est les arguments habituels quand ils veulent nous faire refuser une initiative. Donc, tant que les pouvoirs, tant que les médias sont dans les mains des centres de pouvoir, qu'ils soient financiers ou politiques, ou liés aux multinationales, disons que ce 4e pouvoir qu'on appelle ici initiative et référendum n'aura pas l'opportunité de vraiment donner tous ses effets. Alors il faudra bien veiller en France à ne pas commettre les mêmes erreurs que nous et à bien faire en sorte que les médias soient pluriels, libres, objectifs, qui n'appartiennent pas à des milliardaires, ni qui soient inféodés au pouvoir en place. Et également, il y a un autre pouvoir qui est important, c'est le pouvoir de création monétaire, comme j'en ai parlé avec l'initiative Monnaie pleine, qu'il faudra quand même veiller à redonner à l'État, soit aux citoyens même plutôt, quelque chose de très horizontal qui leur permette de faire leurs transactions sans dépendre de la quantité de monnaie en fait en circulation, parce qu'actuellement c'est ce qui se passe. On a besoin de ces unités de monnaie pour faire des transactions alors que les ressources on les a, les services, la force de travail on l'a et on a juste besoin des unités pour effectuer des transactions et pour que les gens puissent vivre. Alors que c'est aussi absurde que de dire qu'on n'aurait pas assez de temps parce qu'il nous manquerait des minutes ou des secondes, vous voyez. Donc il s'agirait de mettre à disposition de tout le monde des unités de transaction, tout simplement. Voilà, donc je pense que le 4e pouvoir, oui, mais avec des aménagements au niveau de la monnaie et au niveau des médias également. Merci Chloé. Encore une petite question pour rebondir avec la conversation que j'ai eue avec Emma Cruzy tout à l'heure. Sur une vidéo, vous avez défendu toutes les deux des idées précises. Vous êtes partis sur un vrai combat. J'aimerais connaître votre position en tant que femme. Surtout, avez-vous un message à communiquer aux femmes européennes en général afin de porter une sorte de dynamique? Alors j'ai plusieurs messages à passer, mais pas seulement aux femmes européennes, aux femmes du monde entier, également aux hommes. On a vu dans le mouvement des Gilets jaunes que les femmes se sont mises aux côtés des hommes. Disons que tout le monde s'est levé, s'est rassemblé sur les ronds-points, dans les rues, pour manifester pendant 1 an et demi avec une ferveur, une force, une détermination exemplaire. Et même moi-même, j'ai été plusieurs fois à Paris faire les manifs des Gilets jaunes et sur des ronds-points à côté d'ici. Donc on est juste à côté de la France. Donc je dirais que reprenez votre pouvoir, mais ça c'est un message que je donne à tout le monde. Reprenez confiance en vous, on a tout à l'intérieur, on a les capacités de faire changer les choses, on a les talents nécessaires pour construire ce monde différent, ce monde meilleur, ce nouveau paradigme. Et ne nous laissons pas manipuler, ne nous laissons pas apeurer, terrifier, terroriser, pardon. Ne nous laissons pas infantiliser, asservir, dominer par les autorités, par les médias, par nos parents, par toutes les formes de domination qui vous empêchent en fait, qui nous empêchent d'être finalement soi-même. J'aimerais que ce Corona Gates, moi je mets un S au bout parce que ça fait Corona et ça fait Gates en même temps, soit l'occasion justement d'un réveil
qui touche vraiment toute la population. Il est temps de se réveiller parce que là, les lois liberticides arrivent, le traçage, les vaccins, les puces, tout ce qui est masque, distanciation sociale, mesures de confinement, etc. C'est le moment de se réveiller parce que sinon ça va devenir la norme comme on l'a vécu, comme on l'a constaté avec les mesures, l'état d'urgence lors des attentats terroristes qui, bizarrement, n'ont plus lieu. Donc les terroristes n'existent plus. Maintenant on a un nouvel ennemi qui s'appelle le Covid-19. Donc c'est bien pratique. Et également, je voulais dire, ne lâchons pas l'affaire sur les salaires, sur l'égalité des salaires, parce que comme je le constate souvent, moi je suis enseignante et je constate que les métiers où on a une majorité de femmes sont étrangement les moins bien payés. Et on en vient justement aux soignantes et aux soignants, mais les soignantes sont nombreuses dans ces milieux médicaux qui sont sous-payées, en sous-effectif, à qui on retire tous les moyens. Les services publics ici comme chez vous sont bradés, sont vendus au privé, en même temps qu'on fait des cadeaux fiscaux bien sûr aux multinationales qui sont de plus en plus riches année après année. Et puis j'ai une amie qui est aide-soignante et qui nous a dit récemment que ces applaudissements de 8 heures, en fait ici c'est 9 heures que tout le monde applaudit, mais chez vous je sais que c'est 20 heures, l'insupporte en fait, puisqu'elle se sent méprisée depuis très longtemps par nos autorités, par nos élus, et que comme par hasard maintenant on a institué ces applaudissements qui permettent de canaliser la colère, les frustrations, l'incompréhension, la peur, et qui permettent en fait que tout le monde reste bien tranquille, bien coucouche panier, et qu'on puisse recommencer le lendemain avec les mesures liberticides. Donc ne vous laissez pas avoir, les femmes comme les hommes, et puis considérons ce métier comme tous les autres d'ailleurs, mais ce métier en particulier qui est un métier de service et de soins, qui ont manifesté d'ailleurs l'année dernière, qui ont été gazés comme les gilets jaunes, matraqués, enfin qui ont vécu toutes les violences qu'on a vécues pendant 1 an et demi. Et aussi j'ai un autre message, un dernier message à passer aux femmes et aux hommes, encore une fois, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vos corps. Les femmes parce qu'elles portent des enfants, parce qu'elles portent leurs enfants, mais les hommes aussi. Mettez ce qu'il faut dans votre corps, le bon carburant, alimentation crue, vivante, des fruits, des légumes, des graines germées, etc. Enfin au maximum, moi je vous le conseille parce que c'est ce que je fais depuis 4 ans et je sens vraiment la différence. Évitez tout ce qui est chimique, tout ce qui est OGM, tout ce qui est industriel, tout ce qui est augmenté avec des, enfin disons, sali, pollué avec des additifs et des colorants et tout ce qui est vraiment, ce qui est mauvais pour votre corps et qui vient des industries du type Monsanto, etc. Donc je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite bon courage, on va y arriver, il faut qu'on se mette tous ensemble et qu'on arrête d'avoir peur. Les masques, c'est la même chose, ça nous empêche de sourire, ça nous empêche de parler, ça nous empêche de respirer, ça nous fait tomber malade. Donc le soleil, vous sortez, vous enlevez les masques et vous arrêtez de croire toutes les bêtises qui sont dites sur les médias officiels financés par soit des riches, soit le pouvoir en place. Voilà. Donc ça, c'était mon petit message. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne fin de confinement et puis je vous dis à bientôt. Merci Chloé, à très bientôt également. Nous allons maintenant enchaîner avec le désaveu grandissant de l'OMS. Comme nous l'avons déjà dit, les États-Unis, qui avaient l'habitude de verser la plus grande quote-part financière à l'organisation, a dorénavant renoncé à verser leur participation. Le journal en ligne Great Game India nous informe que le Burundi expulse l'équipe de l'OMS pour ingérence dans les affaires internes sur le coronavirus. Il y a fort à parier que la Tanzanie et Madagascar suivent le mouvement. On assiste donc, de façon très claire, à un rejet de cette organisation dont nous comprenons de mieux en mieux qu'elle sera responsable du génocide en préparation. C'est plutôt cocasse de la part d'une organisation qui est censée protéger notre santé, non ? Chloé Framery nous disait à l'instant, l'OMS, c'est maintenant le business de Bill Gates et de Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pour l'instant, je crois pouvoir dire que, dans les grandes lignes,
Notre chaîne Jasper Madère et les membres de l'association Émergence du 4e pouvoir ne se sont pas trompés sur les intentions diaboliques de l'oligarchie française, de l'Union européenne et de la plutocratie au plus haut niveau. Si nous voulons survivre et si nous voulons assurer un avenir décent à notre génération future, il va falloir résister avec courage et opiniâtreté. Cette vidéo va être très vite censurée. Nous avons donc besoin de vous pour la télécharger, la mettre en ligne partout où vous pourrez, sur votre chaîne YouTube, Dailymotion, PeerTube, RuTube, TVS34 ou encore ailleurs. On ne peut pas se laisser bâillonner et si nous avons quelque chose à dire, nous devons pouvoir le dire sans être systématiquement rejeté ou réprimé. Le droit d'expression est un droit universel, défendons-le. Parlons, communiquons, hurlons. Nous sommes toujours là.